Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs le secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, donc je vais vous parler de la chimie de la photographie argentique. Et la photographie, c'est essentiellement une pellicule avec un support transparent sur lequel est déposé un matériau photosensible. Ce matériau, ce sont essentiellement de petits cristaux de taille micrométrique, de bromure d'argent, une mosaïque qui est cimentée par de la gélatine. Chaque cristal est composé d'ions d'argent et d'anions bromure, et ce cristal-là contient environ quelques centaines de millions d'ions, dont nous allons voir le rôle maintenant sous l'action de la lumière. Cette émulsion de cristaux a des tailles donc micrométriques, mais on peut augmenter la sensibilité parce que cette section efficace peut être augmentée, par exemple, en dimension double, avec une aire 4 fois plus grande, et on a affaire ainsi à des sensibilités qui seront de 400 ISO que l'on trouve dans le commerce au lieu de 100 ISO. Mais naturellement, dans ce cas-là, on perd en résolution ce qu'on a gagné en sensibilité. La base de l'effet de la lumière, c'est qu'un photon excitant un cristal de bromure d'argent excite et éjecte un électron de la bande de valence vers la bande de conduction, produit un électron, et cet électron réagit, neutralise un ion d'argent, les chimistes diront réduisent l'ion d'argent pour en faire un atome qui va être le début de l'image. Les trous, les lacunes d'électrons que l'on appelle trous, qui sont de charge positive, peuvent être neutralisées elles-mêmes par la gélatine, par transfert d'électrons de la gélatine au trou. Et ça, c'est la base de la formation de l'image dans un cas idéal. Le principe de la photographie, comme beaucoup savent, c'est la formation donc de plusieurs atomes qui forment un agrégat d'argent dans le cristal, et en particulier dans les zones très claires de l'objet qui sont là, donc sur l'image qui est au fond de l'appareil photo, plusieurs atomes formant un agrégat dans les zones claires. Dans les zones noires, eh bien, il n'y a pas d'atomes formés du tout, et dans les zones grises, eh bien, ce sont des alternances plus ou moins grandes d'agrégats de taille de 0 à 10 atomes. Cet ensemble constitue l'image latente qui va être développée en plongeant l'image latente dans un bain d'un donneur d'électrons chimiques en excès, et qui va continuer le travail commencé par la lumière. Donc ce travail va consister à réduire complètement le cristal pour rendre maintenant ces cristaux visibles. Dans les zones très illuminées, on aura des cristaux noircis, plutôt des grains d'argent. Dans les zones sombres, ces cristaux ne sont pas développés, et dans les zones grises, parfois ils le sont ou pas. Par fixage, on va éliminer ces cristaux non insolés pour obtenir le négatif, et ce négatif peut servir de masque pour former le positif. Mais le point le plus étonnant de ce phénomène ici, au-delà de la magie de voir une image se révéler dans un bain de révélateur, est que seulement certains cristaux sont développés, alors qu'on a affaire à des ions d'argent et un donneur d'électrons en face qui devrait neutraliser tous les ions. Ceci se passe uniquement au-delà d'une taille critique que les photographes avaient bien repérée, mais dont ils ne comprenaient pas le mécanisme. Hamilton, qui était un théoricien de la photographie, écrivait en 1977 dans son livre que le mécanisme
du développement photographique, catalytique donc, était l'une des inconnues les plus évidentes, les plus remarquables de la science photographique, bien que plusieurs spéculations aient pu être proposées. Nous avions, à cette époque, déjà, depuis quelques années, montré que des atomes isolés ou des agrégats comportant un petit nombre d'atomes avaient un comportement très différent du métal massif, puisque dans l'eau, ils pouvaient être oxydés spontanément ou être oxydés par l'oxygène, alors que l'argent massif, nous le savons, est un métal noble qui ne peut pas être oxydé facilement. Et nous avions à notre disposition une technique pour étudier les mécanismes, qui est la radiolyse pulsée, qui consiste en un accélérateur, une impulsion ici, qui excite un milieu dans la cellule qui est là, et un système spectroscopique rapide, synchronisé, avec une lampe, une décomposition de la lumière blanche en longueur d'onde, un photomultiplicateur pour mesurer l'intensité de la lumière transmise, permet de suivre l'évolution spectrale, comme ici. L'évolution spectrale, voilà le temps en logarithme, en unité logarithmique, pour montrer plusieurs étapes. Ici, la décomposition en longueur d'onde, donc l'évolution du spectre en fonction du temps. Et cette évolution était très bien connue déjà, formation d'un atome avec les électrons, un atome d'argent, un dimère, un tétramère, qui peu à peu grossit en agrégats de plus en plus grands, plus gros. Donc nous demandions si nous ne pourrions pas expliquer le mécanisme du développement photographique par une technique de ce genre. Sauf que dans la technique où nous employons la lumière comme la lumière blanche pour la spectroscopie, il était hors de question, bien entendu, d'utiliser du bromure d'argent comme système photosensible. Donc nous avons employé de l'argent en milieu perchlorique, qui n'est pas photosensible, mais qui est radiosensible. Donc en fait, nous avons simulé plutôt une radiographie et son développement. D'autre part, le développement et l'exposition sont en séquence immédiate et non pas dans des étapes différées comme dans la photographie normale. Ensuite, le révélateur est d'habitude transparent en photographie, mais pour les besoins de la détection, il fallait qu'il soit coloré et qu'il soit aussi plutôt monoélectronique, qui ne transfère qu'un seul électron à la fois parce que le système était déjà assez compliqué. Donc, nous avons répété les mêmes expériences en ajoutant cette fois un viologène réduit, un sulfonatopropylviologène, qui est un donneur d'électrons monoélectronique, coloré, avec une coloration très intense, un maximum à 603, et en suivant ici, en fonction du temps, la cinétique de ce révélateur, donc en fonction du temps, en suivant dans cette zone où son absorbance est moindre, celle de l'argent, nous pouvions essayer de comprendre quel était le mécanisme. Un signal typique est celui-ci, c'est-à-dire que si il n'y avait pas de révélateur, on aurait formé des atomes d'argent qui grossissent progressivement en 2, en trimère, en tétramère, etc., et en agrégats de plus en plus grands. En présence de ce révélateur, à 603, on observe ce qu'on a cherché à faire, c'est-à-dire une formation immédiate du révélateur, et ensuite, ce qu'on observe, c'est qu'il reste constant pendant un temps relativement long, par rapport à des impulsions de nanosecondes, et ensuite il décroît pratiquement linéairement, ce qui est assez la signature d'une catalyse. Simultanément, le peu d'argent qui a été formé au début, pendant ce même temps critique qui est là, a grossi de la même façon que précédemment, mais maintenant, il passe très vite, et ça on peut le calculer, à la taille 10, les agrégats, à la taille 10, 20, 50, 100, et le processus ne s'arrêtera que si l'un des deux réactifs, les ions d'argent ou le révélateur, sont épuisés. L'explication
eh bien, qui vient maintenant, c'est que par l'impulsion, on a formé à la fois le révélateur et les atomes d'argent. On constate que pendant un temps critique, il n'y a pas de transfert de ce révélateur aux ions parce que le potentiel ici est plus négatif pour les agrégats que pour le révélateur. Donc thermodynamiquement, ça ne peut pas se produire. Mais si l'agrégat grandit, et puis finalement à une taille telle que son potentiel est supérieur à celui du révélateur, alors le transfert commence. Et on a la courbe descendante du révélateur et qui continue, puisqu'on a des potentiels de plus en plus positifs, et évidemment, le transfert se fait de plus en plus facilement. Cette technique a en plus l'avantage de pouvoir calculer quel est le potentiel d'un agrégat qui grandit et donc qui est en vol. On peut mesurer son potentiel puisque on connaît la taille qui va se produire au temps critique, la taille est liée au temps, et à ce moment-là, le potentiel est égal à celui du révélateur. Donc on connaît le potentiel de la taille ici critique. Si on change le révélateur avec un potentiel supérieur, eh bien on aura des temps plus longs, et ainsi on va pouvoir déterminer une courbe qui représente le potentiel d'oxydoréduction, comme l'appellent les chimistes, mais nous l'avons tracé vers le bas pour le faire par rapport au vide, comme on va le voir juste à l'instant, et le potentiel ici grandit depuis une valeur très négative, moins 1,8 volts, ça indique quelque chose pour les chimistes, jusqu'à une valeur positive de 0,3-0,4 volts, donc une différence très grande. La courbe est vraiment très écrasée. Si maintenant on compare avec ce qui se passe dans les gaz, où également des potentiels d'ionisation ont été mesurés par la méthode des jets moléculaires, en particulier au laboratoire Aimé Cotton d'Orsay, et on voit que dans ce cas, le potentiel d'ionisation, au contraire, avec des oscillations, ce potentiel diminue en fonction de la nucléarité. Donc il y a une opposition de variation entre les deux milieux, solution ou gaz, et cela est dû à l'énergie de solvatation des ions. Argent, pour un atome, c'est 5 volts, électronvolts, c'est donc énorme, et cette différence ici diminue comme l'approximation de Born lorsque la nucléarité augmente. Donc l'explication maintenant du développement, eh bien, elle semble naturelle, c'est-à-dire que si on classe les cristaux en fonction du nombre d'atomes formés par la lumière, aucun, 1, 2, 3, etc., on sait maintenant que leur potentiel va augmenter avec la nucléarité. Donc le révélateur, qui a un potentiel, lui, fixe, ne peut réagir et transférer ses électrons thermodynamiquement que si le potentiel est supérieur, et ensuite c'est autocatalytique. Inversement, pour les agrégats sous-critiques, ici, ces agrégats peuvent transférer leurs électrons à la forme oxydée du révélateur qui a été produite ici et peuvent disparaître de la même façon autocatalytique. Donc, le révélateur trie les cristaux de l'image latente de cette façon, en amplifiant énormément de quelques atomes à, j'ai dit tout à l'heure, 300 millions dans un cristal, donc c'est un facteur d'amplification énorme, ou bien ne va pas développer, et même il se pourrait qu'il soit dissous, oxydé, les cristaux qui ont des agrégats sous-critiques. Ce développement permet d'expliquer aussi un effet connu depuis longtemps en photographie, qui est l'effet Sabatier, et qui a été exploité par des artistes, en particulier Man Ray, pour, par exemple, ce qu'on appelle la solarisation. La solarisation consiste à pouvoir entourer d'une sorte de halo
des zones qui sont assez sombres et faire un effet un peu irradiant. Cet effet est obtenu en procédant à une deuxième exposition courte pendant le temps du développement dans la chambre noire. Et pour l'expliquer, eh bien, il faut se souvenir que près des zones très noires, le révélateur lui-même a fonctionné, donc il est maintenant oxydé, et il occupe ces zones-là où il empêche toute formation, comme je viens de le dire, même d'un atome ou de deux atomes, parce qu'ils vont être irrémédiablement réoxydés en arrière. Donc, dans cette zone-là, finalement, le développement ne peut pas se produire, et on a une zone, un liseré blanc qui borde les zones très sombres. Et même pour les gris ne peuvent pas être aussi fortement exposés à nouveau, et donc il y a une zone qui reste grise, le même gris, et puis à côté, un peu plus gris. Si on procède à cette solarisation sur le négatif, et puis qu'on transforme en positif, eh bien on aura une zone noire, ici, près des zones blanches. C'est la solarisation particulièrement de Man Ray. Une autre application du développement, c'est par exemple la photographie couleur qui est réputée silverless, mais en fait, on se sert aussi du développement des cristaux de bromure d'argent avec une taille critique, ici dans les différentes couches sensibilisées aux différentes couleurs bleu, rouge, vert, pour, avec la forme oxydée du révélateur, avoir une addition d'un coupleur, une molécule qui a été par avance mise dans ces couches, et produire, par exemple, la couleur jaune en face du bleu, et la couleur jaune, le magenta et le cyan, formeront l'image négative couleur. En refaisant une autre photo au laboratoire, on obtiendra le positif avec les couleurs renversées. Une autre application de la photo couleur, cette fois avec un processus extrêmement sophistiqué, qui est le Polaroid, puisqu'en un seul monopaque, on va à la fois faire l'exposition, ici, et le développement. Les colorants sont cette fois déjà formés, ils sont dans les différentes couches, mais le révélateur réagissant va développer les cristaux toujours au-delà d'une taille critique de l'agrégat, et ce révélateur a été choisi pour séquestrer en fait le colorant qui est là dans les couches et va empêcher qu'il diffuse vers la surface. Les zones qui n'ont pas été insolées vont diffuser vers la surface où elles vont former, après injection d'un pigment blanc, ici, vont former l'image positive que l'on voit dans le Polaroid apparaître, alors que l'image négative est toujours dessous, mais masquée. Ces travaux sur le développement nous ont amené aussi à une collaboration très importante avec la société Agfa-Gevaert, qui s'intéressait au développement de l'offset, mais aussi aux problèmes liés à la formation de l'image latente. Alors, dans l'image latente, ici, on a, par exemple, 3 photons qui forment 3 paires électrons et trous, toujours, c'est toujours par paire, comme ici, et si le trou diffuse vers la surface, vers la gélatine, il est capté par la gélatine, c'est le cas idéal dont on a parlé tout à l'heure, parce que l'électron est libre de neutraliser l'ion d'argent et de former le premier atome de l'image. Mais il peut arriver aussi que l'électron et le trou se recombinent directement sans rien produire, ou bien, on appelle ça la recombinaison directe, ou bien réagissent, ici l'électron forme un atome, mais le trou qui a été momentanément piégé dans un défaut, par exemple, finalement se dépiège et détruit cet atome d'argent. On revient à la situation en T, c'est la recombinaison indirecte. Il faut savoir que ces phénomènes, par exemple, là, ici, sont accentués par
des très hautes intensités, puisque la recombinaison va augmenter comme le carré de cette intensité. Et puis ici, au contraire, ils vont être plus importants lorsque les temps de pause sont très très longs, c'est-à-dire aux intensités très faibles. C'est ce qu'on appelle les écarts et l'effet Schwarzschild dont on va reparler. Donc, dans ce cas, on a ici, si on porte les sensibilités verticalement, et ici, c'est l'énergie qu'il faut pour produire le minimum de l'image, c'est-à-dire une densité optique qui a été fixée à 0,1. On voit que pour des intensités moyennes, on a ici un maximum, une courbe en cloche. Ici, l'échelle est logarithmique. Donc, c'est une cloche très prononcée. Alors qu'aux grandes intensités, eh bien, on a des minimums, c'est-à-dire ici, on a des recombinaisons qui peuvent atteindre 80%. Et c'est un bon record. Donc, 20% seulement des photons forment un atome. Mais ici, on aura seulement peut-être 10% des photons, et ici, on aura peut-être 5% ou moins. Donc, le défi était d'essayer de faire échec à ces recombinaisons qui sont une perte importante. L'idée que nous avons proposée à ACFA est issue de nos travaux en solution où nous connaissions bien les mécanismes de capture de parties oxydantes et formation des atomes d'argent. Et nous avons proposé de doper le cristal par un petit anion, le formiate, l'anion formiate, qui peut remplacer très facilement des bromures au moment de la préparation de la précipitation du bromure d'argent. Et de cette façon, ce formiate réagit très vite avec un trou et l'élimine, comme aurait fait la gélatine d'ailleurs. Mais la particularité de ce formiate est, sous sa forme oxydée, de former un radical qui lui-même est donneur d'électrons. C'est-à-dire qu'on n'a plus le risque maintenant que la forme oxydée puisse détruire l'atome formé par l'électron. Et au lieu de cela, on a au contraire une possibilité de former un deuxième atome. Donc, ceci, c'est les mêmes schémas, mais en présence de formiate. Et voici les tests qui ont été réalisés donc avec des émulsions dopées et comparés à des émulsions non dopées, comme ici, où le rendement était de 0,2 atomes par photon. Si le développement est immédiat pour les émulsions dopées, on voit qu'on a un décalage de la même zone qui est à, par exemple, 0,1 en densité optique qu'ici, mais qui est décalée de 0,7 unités de densité optique, ce qui veut dire en intensité un rapport 5. C'est-à-dire qu'on a un rendement 5 fois plus grand que 0,2, c'est-à-dire 1, et on atteint le rendement critique. Si le développement est décalé de 15 minutes, eh bien, on a encore un doublement, et à ce moment-là, on atteint les 2 atomes par photon qu'on avait envisagé de former avec le processus du dopage. En courbe sensitométrique, comme on le présente toujours en photographie, ça se traduira par, ici, la courbe de référence qui est l'émulsion non dopée. Ici, on a le logarithme de l'énergie absorbée. Et si on dope, eh bien, avec un développement immédiat, on a un décalage de 5 fois moins d'intensité d'énergie nécessaire pour avoir pratiquement la même courbe, ou bien même 10 fois moins si le développement est un peu retardé. On remarquera que ce gain en rendement n'est pas accompagné du tout de voile, on n'a pas changé du tout le voile, et on a gagné 10 fois en sensibilité sans toucher à la résolution.
Donc maintenant, en changeant les intensités de façon à voir ce que devient l'effet Schwarzschild, puisqu'on a pratiquement supprimé toutes les recombinaisons, en tout cas dans cette région-là, eh bien, on a en fait doublé le rendement théorique, puisqu'on est arrivé à transformer non seulement l'électron en atome, mais aussi le trou qui initialement l'aurait détruit. Et aux très fortes intensités, ici on a une légère décroissance, aux faibles intensités aussi, un peu plus importantes. Néanmoins, lorsqu'on compare la référence dans ces zones-là, on voit qu'on a un gain même de beaucoup plus que 10, comme vous voyez, puisqu'on a supprimé toutes les recombinaisons, ou presque. Historiquement, eh bien, un historique de la sensibilité, on voit défiler ici tous les beaucoup des procédés très importants qui ont changé la sensibilité, en partant de l'héliographie de Niepce, où il fallait 3 jours de 8 heures de bon ensoleillement, vous voyez, 24 heures, et puis le daguerréotype qui a introduit le développement, donc ça a été un saut très très important. Néanmoins, même à l'époque du daguerréotype, j'ai calculé qu'il y avait à peu près 1 photon par million qui donnait un atome. Le procédé du collodion, l'introduction de la gélatine, qui, comme on l'a vu, a un rôle non seulement de ciment de la mosaïque, mais aussi joue un rôle chimique de protection du trou. Et puis d'autres améliorations avec l'introduction de métaux plus nobles que l'argent, comme l'or, qui augmente encore la sensibilité. Faire grandir les cristaux, mais aux dépens de la résolution. Et puis notre procédé ici, qui a augmenté pratiquement au maximum de ce qu'on pouvait faire du rendement. Les applications, c'est à tous les domaines où on emploie l'argentique, puisqu'il s'est toujours basé sur la réduction de l'argent. Alors, les domaines de masse qu'étaient la photographie noir et blanc en couleur ou la radiographie sont aujourd'hui très fortement concurrencés par le numérique, mais il reste des niches, par exemple l'holographie, ou des émulsions liquides. Et je vous montre ici, par exemple, un hologramme fait en collaboration avec Yves Janté, où une émulsion non dopée et dopées sont comparées, avec des temps croissants d'exposition, ce sont des essais de laboratoire, et on voit qu'avec exactement les mêmes temps d'exposition, eh bien, on a une image tout de suite beaucoup plus lumineuse. L'holographie, c'est la formation sur une émulsion à grains très très fins, 5 nanomètres seulement, pour réussir à produire des franges d'interférence. Donc, une lumière ici cohérente d'un laser, un rayon direct sur l'émulsion interagit avec un rayon réfléchi, et si la différence de marche est exactement un multiple de longueur d'onde, eh bien, on aura un renforcement des phases et donc un renforcement de l'exposition des grains d'argent. Si maintenant on a un objet entier, eh bien chaque point de cet objet va former un réseau d'interférences, ici avec des distances entre les franges, qui est de la longueur d'onde qui a été utilisée par le laser. Si maintenant on souhaite un hologramme tout couleur, on va utiliser 3 lasers qui vont passer, les faisceaux vont passer par la même lentille, être diffusés sur l'émulsion, et ces 3 lasers choisis dans le rouge, vert, bleu, qui sont les pics de la sensibilité de notre rétine, la rétine humaine en tout cas. Et donc, on aura un triple réseau, et en vision, on aura, par réflexion, ici, donc, la reconstruction par une lumière blanche qui va refléter les rayons comme s'ils venaient d'un objet virtuel à taille 1 de l'objet qui a été holographié précédemment.
Et donc, on va avoir ces réseaux d'interférences ici, rouge, on ne voit pas bien, mais bleu, verte, rouge. Les conclusions, c'est que la photographie argentique a élaboré au cours des décennies, siècles maintenant, une chimie extrêmement sophistiquée, capable de fixer une image extrêmement résolue, en couleur et même en relief, en 3 dimensions. Et que aussi, un message que je voudrais vous faire passer, que des acquis de la recherche fondamentale ont permis de comprendre des mécanismes de procédés industriels qui dataient de longtemps, mais qui n'étaient pas compris. Ou même d'apporter des réponses et des innovations pour accroître grandement la sensibilité photographique. Alors, les avancées s'appliquent, nous l'avons dit, à tous les procédés argentiques, mais aussi, et c'est amusant, plus généralement, des concepts similaires permettent d'exploiter et d'expliquer, la sursaturation et pourquoi une nucléarité critique existe également dans la croissance au moment des transitions de phase. Mes remerciements vont à toute l'équipe de la radiolyse qui, à un titre ou l'autre, a permis ces travaux. Ici, ce sont des collègues du laboratoire qui ont appartenu à l'équipe dans le passé ou actuellement. Vous voyez ici le nom de Jean-Louis Marinier, dont il a été question tout à l'heure à propos de ses travaux sur Niepce. Des thèses qui ont été aussi défendues au laboratoire et dont ces docteurs sont dans l'industrie ou à l'université à Bordeaux, comme Mona Tréguer, et les collaborations extérieures, soit avec le CEA, ACFA Gewert, ou avec Yves Janté pour l'holographie, naturellement les tutelles qui sont là. Et pour vous remercier de l'invitation qui m'a été faite de parler ici, et aussi pour votre attention, j'aurai l'occasion de vous montrer un hologramme qui m'a été confié par Yves Janté et qui est qui présente la qualité extrême à laquelle on peut arriver aujourd'hui avec une image argentique, donc une holographie en 3 dimensions. Je vous remercie. Madame, merci. Y a-t-il des questions après cet exposé qui nous a permis de passer de l'empirisme au moléculaire? Aux 3 questions. Je vais commencer. Monsieur Pecker. Ensuite. Vous avez évoqué, madame, la solarisation comme un procédé qui est naturellement lié à l'argentique. On ne peut pas faire de solarisation, je pense, avec le numérique. On peut tout faire avec le numérique. On peut? Ah bon. Mais ma question serait, vous avez évoqué également les photos de Man Ray. Or, dans les photos de Man Ray, il n'y a pas que la solarisation, il y a des déformations. Est-ce qu'elles sont faites avec en faisant fondre la gélatine? Je me rappelle une photo assez extraordinaire, très belle d'ailleurs, de Man Ray, représentant une femme, un nu couché, en train de fondre comme un camembert. Et je ne sais pas comment ça peut être fait. Est-ce que c'est la gélatine que l'on fait fondre après avoir fait la solarisation? Bon. Je ne connais pas particulièrement cet aspect des travaux de Man Ray. Mais il faut dire qu'il y a plusieurs façons de jouer sur une photo. C'est au moment de la prise de vue, et puis c'est au moment du développement. Et en choisissant un révélateur plus ou moins puissant, les photographes disent dur, eh bien on peut changer les contrastes. C'est-à-dire que, dans certains cas, on peut arriver à ne montrer pratiquement que quelques ombres, mais ça suffit pour évoquer l'objet photographié. On connaît des photographies où pratiquement il s'agit de contrastes énormes, où on ne voit plus que, par exemple sur Charlie Chaplin, on ne voit plus que son chapeau, un sourcil, sa moustache, mais on sait que c'est Charlie Chaplin. Donc ces effets-là, soit à contraste très faible ou au contraire très fort, on peut jouer sur... mais je ne sais pas bien comment ça a été fait par Man Ray. Il est possible aussi qu'il ait mixé plusieurs procédés. Hein. Avec Lee Miller, qui était sa compagne et son assistante, et qui a beaucoup aussi, il faut dire, travaillé sur ces effets. Alain Aspect et Pierre Branchein ensuite. Merci pour cet exposé extrêmement intéressant. Il y a un point que je n'ai pas bien suivi. Vous nous avez expliqué
où je pense qu'en fait, l'explication n'a pas été donnée. Au début, vous nous avez montré que, suivant la sensibilité des émulsions, les cristaux initiaux étaient plus ou moins gros. Mais ensuite, dans la mesure où c'était votre exemple, ensuite, dans la mesure où il y a toute une séquence d'amplification, etc., on ne comprend pas bien pourquoi, à l'arrivée, on a aussi du grain plus gros pour les émulsions très sensibles, parce qu'on pourrait se dire à la fin, le grain final est le même. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est un fait que Bon, j'appartiens à la génération qui a fait beaucoup de photos quand j'étais jeune. C'est un fait que les films sensibles avaient un gros grain. Les films sensibles ont un gros grain parce que, donc, les cristaux étant plus grands, ça c'est certain, vont avoir une section efficace plus grande. Oui, ça, c'est la sensibilité. Mais l'amplification va toujours se faire, l'amplification va rester quand même dans les limites du cristal. Quelquefois, ça déborde un petit peu avec certains développements, mais la particule métallique qui va remplacer le bromure d'argent va avoir la même taille. Ce que vous me dites, c'est que le grain final est égal à la taille du cristal initial? Il est même un peu plus grand, si on veut bien être honnête, parce qu'au moment du positif, ce sont les parties creuses entre les cristaux qui vont devenir noires. D'accord. Merci. Je vous en prie. Oui, Madame Belloni. Oui. Très bel exposé. J'aimerais revenir très rapidement sur un point que vous avez évoqué en passant dans la chronologie. Vers les années, je pense, 50, 60, l'introduction de celles de métaux plus nobles que l'argent, dont l'or. Oui. Premièrement, est-ce que ça a été le fruit du hasard ou d'une démarche rationnelle? Et deuxièmement, est-ce que le but ou l'effet de l'or est de jouer sur la taille des particules d'argent au niveau de la nucléation ou de jouer sur le potentiel redox des particules d'argent au contact de l'or? La sensibilisation à l'or est un procédé qui a été, tenté empiriquement, même au temps du daguerreotype. C'est-à-dire qu'on a essayé beaucoup de métaux, bien entendu, et l'or, non pas l'or pur, enfin les cristaux d'or, parce que ceux-là ne sont pas photosensibles. Donc il fallait bien servir de l'argent, mais en mettant de l'or. Et parmi les hypothèses que vous évoquez, c'est la dernière. C'est-à-dire que il n'en faut pas beaucoup, il suffit d'un tout petit peu d'or. Sur mes schémas, c'était un petit point qui était sur le côté du cristal. On met de l'or, en fait, parce que ce sera le premier site où l'électron va être piégé pour former un atome. Et nous pensons, nous l'avons écrit, sans l'avoir mesuré, que l'or étant un métal plus noble que l'argent, toutes les échelles des potentiels en fonction de la nucléarité est déplacée vers les valeurs plus élevées. Donc, on peut atteindre la développabilité, c'est-à-dire l'action du révélateur avec un nombre d'atomes plus petit. 3, les photographes pensent aujourd'hui, 3 au lieu de 5, avec l'hydroquinone, par exemple. Donc, grâce au caractère plus noble de quelques ions d'or qui ont été mis à la surface, eh bien, on peut passer de 5 atomes pour développer à 3, ce qui fait quand même un gain de 1,7. Ça, c'était un brevet de ACFA juste avant-guerre. Et maintenant, on fait toujours avec de l'or, un petit peu d'or. Donc, ceci implique une dispersion très homogène de l'or, ou bien uniquement, ça n'affectera que certains cristaux, et c'est ceux-là qui seront sensibilisés. Non, c'est au moment de la préparation des cristaux qu'en phase finale, on les sensibilise avec des sels d'or, et ça se fait d'une manière tout à fait bien répartie partout. Oui. Madame, voilà, s'il vous plaît, je vous en prie. Ensuite, Jean-François Bach. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir, à partir de quand on a davantage utilisé le terme ISO plutôt que ASA? À partir de quand? Eh bien, ASA étant, je ne l'ai pas dit, un acronyme pour American Standard Organization, et il est arrivé un moment où chacun revendiquant une sensibilité meilleure que les autres, n'est-ce pas? Il a fallu mettre un peu d'ordre là-dedans. Il y avait les DIN avec le D de Deutsche,
Et on a décidé d'avoir une norme internationale, donc International Standard Organization. Alors la date, je pense que ça doit être dans les années après 50 même, parce que vous savez, dans l'industrie, on continuait à avoir ses propres normes internes. 70, moi je dirais. Oui. Mais Sachant très bien qu'il y avait des correspondances. Oui, il y avait des correspondances. Oui. Oui, mais c'est dommage. Alors, vous voyez, on me dit encore plus tard. Oui. 70, moi je dirais. Je voulais être sûre. Oui. Mais, merci, on sent qu'il y a du vécu dans la salle. Je vais passer la parole à Jean-François. J'avais une question, parce que vous l'avez brièvement évoqué en une phrase. Aujourd'hui, indépendamment disons, du côté rapide, peu coûteux du numérique, quelles sont les situations aujourd'hui où l'argentique le plus sophistiqué que vous avez décrit garde une place par rapport au numérique dans tous les aspects, en particulier de définition, mais également artistique. Est-ce que vous voyez, comment vous décririez cette situation actuelle? D'abord, j'ai signalé ce qui est assez compréhensible, c'est-à-dire l'holographie. Pourquoi? Parce que l'holographie argentique est basée sur des pixels qui ne sont que de quelques nanomètres. Alors que l'holographie sur polymère, forcément, comme il y a un développement, enfin il y a un durcissement du polymère, enfin, je passe les détails, qui s'étend un petit peu, le pixel est beaucoup plus gros. Donc l'hologramme n'a pas la qualité que je pourrais vous montrer tout à l'heure. Donc c'est l'holographie argentique, c'est sûr. Mais c'est une niche, parce qu'on n'est pas tous les jours en train d'utiliser, c'est plutôt pour des effets artistiques qu'on l'utilise. Il y a les émulsions liquides aussi. Les émulsions liquides sont faites pour être projetées sur un objet qui n'est pas plan, qui a toutes les formes. Il est pratiquement impossible de faire un plan de détecteur électronique qui va épouser toutes ces formes. Donc, mais c'est une niche également, parce que la production n'est pas grande. Cela dit, le cinéma, par exemple, qui cherche à avoir une très grande résolution, eh bien, les négatifs sont encore beaucoup argentiques. Mais c'est quand même un faible marché, relativement, par rapport aux copies, qui sont maintenant de plus en plus... il existe chez le réalisateur une copie argentique, bien sûr, mais une copie numérique qui va être distribuée le même jour. Demain, pour Star Wars, il va y avoir dans le monde entier des copies numériques. Et les salles de projection sont équipées de cette façon. Donc, ce sont quand même des marchés réduits. Une question, président d'Institut. Oui. Quelle dimension peut atteindre un hologramme, son maximum? Alors, un bâtiment, par exemple, peut-on représenter un bâtiment en hologramme? Je dirais que la seule limite, c'est la puissance du laser qui va pouvoir éclairer toute la surface qu'on va lui offrir et l'objet qui est derrière. Pratiquement, c'est ça. Hein? Donc, plus vous aurez de centimètres carrés, plus il faudra de puissance du laser. Mais je voudrais, puisque j'en ai l'occasion, vous faire remarquer que l'hologramme que je vous montrerai, qui est une boîte de papillons, justement, le collègue Yves Janté est arrivé par beaucoup de processus en 20 ans de recherche à améliorer tellement la sensibilité qu'il est capable d'utiliser des grains d'abord tout petits, de 5 nanomètres, et qui fait qu'il n'y a aucune diffraction, il n'y a aucun effet laiteux dans l'hologramme, il est parfaitement clair. Et deuxièmement, la puissance du laser qu'il doit utiliser n'est pas gigantesque, et donc il ne va pas brûler les papillons au moment où il va les holographier, ce que personne d'autre n'est capable de faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Pardon. Monsieur Perry. Ce sera la dernière question. Non, je voudrais ajouter que parmi les phénomènes de niche, à l'heure actuelle, pour l'argentique, il y a aussi toute la production artistique, notamment chez les jeunes, qui sont en train de revenir ou de redécouvrir, puisque dans certaines écoles
La question est qu'est-ce que c'est qu'une bobine? Donc, et qui sont en train de remettre des bobines dans les appareils. Et dans dans l'esthétique à l'heure actuelle, il y a toute une tendance qui est en train de se renouveler sur un certain nombre de procédés anciens. On appelle ça les procédés alternatifs, mais qui reviennent à l'argentique. Et si on interroge un peu les fabricants de surfaces sensibles, on s'aperçoit qu'effectivement, des sociétés comme Ilford continuent leur production et même proposent des solutions et des supports qu'ils ne proposaient pas au moment de l'industrialisation de masse de l'argentique. C'est-à-dire qu'ils fabriquent, par exemple, vous pouvez commander, si vous êtes photographe amateur ou professionnel, vous pouvez commander des surfaces sensibles à des dimensions de chambres, etc. Et j'ai un ami qui est fabricant de chambres qui m'a dit qu'il n'avait, je l'ai vu à la dernière Photokina, il me disait qu'il était en rupture de stock pour les chambres grand format 20-25. Donc, c'est une petite niche, mais je crois que c'est une petite niche qui va continuer. Comme le vinyle, je pense qu'il restera l'argentique, surtout en noir et blanc. Puis-je ajouter que l'impression sur papier de toutes nos photos numériques emprunte beaucoup, beaucoup à toutes les techniques de la photographie, mais bien sûr, ce n'est pas la prise de vue, c'est le tirage. Oui, on va revenir du nuage au papier. Voilà. Merci beaucoup, madame.